Mona lira pour elle. Mona lira dans l'incendie. Mona lira et ensemble on frissonnera. Mona lira avec toi. Mona lira, partout où que l'on soit. Mona lira avec les yeux, les oreilles ou les doigts. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis malvoyante et, signe particulier, j'adore la lecture. J'anime Mona lira, le podcast de la médiathèque numérique accessible monalira.org. Mona lira met à disposition des livres en coloration syllabique, grand caractère, audio avec ou sans texte synchronisé, braille numérique, langue des signes française et plein d'autres formats pour les personnes empêchées de lire les livres imprimés du commerce en raison d'un handicap. Tous les mois, je vous propose 1 heure d'échange avec un auteur, une autrice ou une personnalité du monde littéraire. On y parle des œuvres, de comment elles se créent et de littérature sous toutes ses formes. Parce que la lecture est une passion qui rassemble, quelle que soit notre façon de lire. Pouvoir lire autrement est un droit. Mona lira est la médiathèque numérique qui y pourvoit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Mona lira, le podcast, dernier épisode de l'année 2025. Aujourd'hui, Mona lira avec Lionel Tardy. Bonjour Lionel. Bonjour Céline. Et Pascal Chemin. Bonjour Pascal. Bonjour Céline. Lionel est l'auteur des aventures de Kanako Sawada, tome 1 et 2. Aujourd'hui, nous allons parler du tome 2. Ça se trouve bien évidemment sur la médiathèque numérique accessible Mona lira. Il fait un peu plus de 380 pages et compte en audio un peu plus de 7h20 de texte. La version audio conçue par Pascal dure peut-être, elle, un peu plus longtemps. Elle fait à peu près 10 heures. Comment est-ce qu'on peut expliquer la différence d'une adaptation de texte classique de la version papier qui a une durée de 7 heures, un peu plus, disons presque 8, 7h30, et 10 heures d'adaptation en audio pour une version commerciale? Qu'est-ce qui change entre une version papier que nous, on a adaptée, du coup, qui est vraiment la version initiale, et la version audio? Je pense que c'est une question de rythme de lecture, Pascal. Alors, je ne sais pas parce que je n'ai pas entendu les deux. Je ne vais pas pouvoir comparer ce que je ne connais pas. Mais c'est vrai que quand on interprète, quand on est appelé pour interpréter un livre en audio, donc un livre édité en audio, eh bien, le comédien, enfin le texte passe par l'interprétation. Et donc, voilà, dans la vie, on prend du temps et puis parfois, etc. Voilà. C'est pour restituer les émotions à la lecture. On va parler de cette restitution des émotions à la lecture, que ce sera l'objet d'un des passages de notre podcast un peu plus tard pendant notre rencontre. Moi, j'aimerais bien vous entendre déjà parler un peu de votre parcours parce que tant Pascal que Lionel, vous n'en êtes pas forcément venus à rédiger ou adapter en audio des ouvrages qui parlent du Japon, qui sont en lien avec la culture manga, les animés, etc. Lionel, initialement, tu es diplômé en communication et aujourd'hui, tu es, entre autres, développeur web. Tu es déjà le 2e informaticien qu'on interviewe dans notre podcast et qui écrit. Qu'est-ce qui pousse un informaticien à se tourner vers l'écriture? Peut-être que c'est le côté un peu geek, un peu nerd, parce que je suis venu à l'écriture à la base par le monde du jeu de rôle. J'ai toujours beaucoup aimé raconter des histoires et puis c'est vrai que dans un premier temps, j'ai raconté des histoires avec un cercle d'amis et d'amis en faisant du jeu de rôle. Mais après j'ai commencé à créer des jeux de rôle, s'en est suivi l'insatisfaction de travailler longtemps sur des projets qui touchent un nombre de personnes très restreintes et après tu te dis: en fait je pourrais écrire. Donc le lien c'est peut-être juste une question de culture. Voilà, quand tu es dans des métiers un petit peu techniques, c'est vrai que souvent des loisirs comme le jeu de rôle ou autres peuvent être voisins et c'est ça qui m'a amené en fait à l'écriture, c'est vraiment le jeu de rôle. On va parler du jeu de rôle parce que ça a notamment un impact sur ta manière de gérer les cartes. Il y a beaucoup de cartes dans ton ouvrage qui en possèdent quelques-unes en fin, qui font référence
et l'aspect géographique revêt une importance particulière pour toi. Ça t'aide à écrire, ça te permet aussi de réfléchir à la durée des trajets, à la manière dont on va gérer le temps du récit, en fait, finalement. Et tu m'as dit en préparation que cette question du territoire, de l'aspect géographique était aussi très liée à ton expérience de jeu de rôle. Mais j'aimerais bien entendre aussi Pascal sur cette question-là, parce que Pascal, tu as un CV assez impressionnant dans le doublage d'animés en voix française. Est-ce que tu peux nous faire comme ça, au pied levé, 1 ou 2 voix de personnages vraiment connus d'animés que tu as eu l'occasion de doubler en français? Au pied levé, salut les hunters, je suis en Suisse avec Céline et Lionel et on est en train de maîtriser notre naine. Oh là, oh non, j'en sais rien, c'est un peu bizarre de faire ça sans image, mais effectivement, je double, voilà, je suis comédienne depuis, une trentaine d'années et je travaille dans le doublage également depuis une trentaine d'années et je prête ma voix à des personnages, en animation japonaise, film, télé et cetera. En jeu vidéo, c'est, grâce aux jeux vidéo, qu'on s'est, voilà, qu'il y a eu une connexion et je raconte aussi, j'interprète des livres, audio. Voilà. Dans les jeux vidéo, on peut en citer quand même quelques-uns. Tu fais la voix française du commandant Shepard dans Halo 1, 2 et 3. Non, dans Mass Pardon, Effect! excusez-moi. Mass Honte Effect! à moi, je vais me flageoler avec, je ne sais pas avec quoi. Oui, mais Je vais me effectivement. faire lancer les emballages des jeux en question. Excusez-moi. Donc Non, mais oui, Mass Effect. Le commandant Shepard dans Mass Effect. Et tu fais également la voix d'un personnage connu dans Halo 1, 2 et 3, qui est, du coup, je ne l'ai plus en tête, mais... Oui, non, mais oui, sur Halo et puis plus récemment dans Mortal Kombat, par exemple, pour revenir à des univers asiatiques où... et puis alors là, qui n'ont rien à voir, par exemple, Race dans Apex Legends. Et qu'est-ce qui vous a amené, et l'un et l'autre, à vous intéresser aux univers japonisants, manga, animés? Je sais pas, moi, en fait, je suis comédienne, on m'appelle pour travailler. Il se trouve que assez rapidement, il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, on m'a appelé pour doubler des animés japonais et que le jeu en animé est un peu différent parce que ça demande une énergie un peu différente qui est tirée du théâtre no, etc. Et moi, cette énergie me plaît bien et puis ça devait, je sais pas, fonctionner, les gens m'ont rappelé, etc. Et puis plus on connaît un univers, plus on arrive à le maîtriser ou l'appréhender. Voilà, parce qu'on a les codes. Le manga, il y a quand même un code très très particulier. Donc voilà. Mais c'est un peu par hasard et par plaisir qu'on continue. J'y suis venu contre mon gré, en fait. C'est un ami, il y a de ça bientôt 15 ans, qui m'a dit il faut absolument que je te montre Bleach. Putain, mais j'en ai pas grand-chose à secouer de tes dessins animés. Et puis il m'a dit c'est bien, tu verras. Donc il est venu un vendredi soir à la maison avec Bleach, on a commencé à regarder et il vient toujours les vendredis soirs maintenant depuis 15 ans pour qu'on regarde des animés. Merci Simon. Donc voilà, à force de plonger dans ces univers, après tu pars en voyage au Japon et puis quand tu as un projet d'écriture, tout d'un coup ça se précise là-dedans. Donc c'est une habituation qui s'est faite sur la durée, mais qui a acquis une sacrée profondeur. Et tu disais que tu étais tombé justement dans l'univers des animés et des mangas du Japon par hasard. J'ai envie de te dire, Pascal, toi qui gères tes projets en fonction de ce que t'apportes aussi en tant que professionnel du doublage, comment tu as pris le fait que Lionel te sollicite, non pas pour adapter le tome 1, mais le tome 2? Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le tome 1 n'est pas encore adapté en audio et Lionel a décidé de commencer l'adaptation audio de ses romans directement par le tome 2. Comment est-ce qu'on fait quand on est comédienne de doublage, quand on arrive avec un projet en disant « moi, j'aimerais adapter le tome 2, mais le tome 1, il n'est pas encore adapté ».
Alors en fait, on est rentré en contact d'une façon un peu originale, parce qu'en fait, j'avais sorti une vidéo contre l'intelligence artificielle dans le livre audio, et Lionel m'a contacté sur les réseaux. Parce À que la suite, j'ai appris que tu faisais des livres audio Voilà. suite à cette vidéo. voilà. Et donc, et comme il avait un petit peu joué à Mass Effect, il m'a parlé d'un projet. Donc moi, je lui ai dit, il y a aucun problème. Moi, je suis toujours partante pour des projets. C'est très bien aussi de défendre les auteurs vivants. Non, mais c'est vrai. Oui. Et donc voilà, et donc on est rentré en contact comme ça. Après, il m'a expliqué la structure de l'œuvre en me disant qu'il y avait 2 tomes, mais qu'il pensait, enfin lui avait envie de qu'on se penche sur ce 2e tome. Donc voilà, moi j'ai pas je n'ai rien à dire par rapport à ça. Je n'ai pas lu le 1er tome. Je ne le connais pas. Donc moi j'arrive, j'ai une version, elle est vierge de toute appréciation, ou même de toute histoire, et je rentre dans cette histoire-là sans a priori, enfin bon, on en avait un peu discuté quand même, il m'avait parlé de son livre, mais en fait le travail il commence comme ça, c'est-à-dire c'est une découverte quelques jours avant l'enregistrement, et après on y va et on essaye de choper bon, évidemment l'histoire, mais aussi le rythme d'un auteur, parce que les rythmes, enfin le style d'un auteur, chacun a le sien et tout, donc c'est ça aussi qui est intéressant dans l'interprétation d'un livre audio. C'est intéressant cette question de rythme. Je vais te faire rebondir sur ce point. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle aussi de la question de l'ambiance. Parce que, un livre audio, c'est évidemment la mise en voix, mais c'est aussi l'ambiance sonore, l'habillage sonore qu'on va mettre autour. Et, dans cet habillage sonore, il y a des enjeux. Je propose qu'on écoute une des virgules. Donc les virgules, c'est ces petits extraits sonores qui viennent rythmer justement le récit, par exemple au changement de chapitre ou dans des moments clés de tension, etc. Pour qu'on voit concrètement qu'est-ce qui peut être une problématique à gérer lorsqu'on adapte un livre audio. La première virgule qu'on va vous faire écouter, c'est une ambiance de ville. Et on laisse Sébastien à la technique vous diffuser le son. Donc dans ce son, on entend un peu de bruit de foule. Alors nous, on l'a pas en direct là au moment où on vous parle, donc c'est assez amusant parce que le son est passé en régie, mais pas chez nous en plateau. Et donc l'idée, c'est qu'on a un bruit de foule, on entend des bruits de klaxons, etc. Mais on sait pas de véhicule à moteur. Et ça, c'est intéressant parce que l'univers de Kanako Sawada, c'est un univers post-apocalyptique dans un Japon qui a vécu un dérèglement climatique comme l'ensemble de la planète d'ailleurs. En 2040, s'en est suivi un énorme conflit mondial, et au moment où se déroule vraiment le récit, dans les années 2100, on a d'une part l'empire, un nouvel empire, disons, japonais, qui s'est reconstruit sur les ruines de, le site géographique de l'ancienne Tokyo plutôt, et les terres sauvages qui l'avoisinent et qui sont des terres, comme leur nom l'indique, inhospitalières, dans lesquelles on a des bêtes sauvages, des communautés éparses, des petits villages qui vivent assez en autarcie, repliés sur elles-mêmes, avec quelques visites de caravanes et sous la protection de l'empire qui vient régulièrement quand même faire des visites pour s'assurer que les habitants et habitantes sont en relative sécurité. Et tu es tombé dans la propagande de l'Empire. Peut-être je ne sais pas. mais disons, c'est un peu l'image qu'on en a au début. Après, on se rend compte qu'effectivement, il y a un certain nombre de communautés qui ont réussi à se créer et à se gérer quand même d'elles-mêmes, avec des systèmes qui sont différents de celui de l'Empire. On aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard dans le podcast ou pas, où on laissera découvrir les lecteurs et lectrices parce que ça vaut la peine d'être découvert. Et du coup, on a donc ces deux entités, un Japon donc qui est dans les années 2100,
Et du coup, les premières virgules que tu as pu écouter avec le studio d'enregistrement pour la création du livre audio Lionel étaient problématiques parce que qu'est-ce qu'on entendait dans les virgules initiales de ces bruits de ville et qui a dû être modifié? Alors, c'est vrai que dans la première version de l'habillage de la ville, parce que donc pour faire l'habillage, le studio Rosalie qui a réalisé le livre audio m'avait demandé un brief pour une dizaine de virgules. Après, moi, j'avais regardé les différents chapitres pour extraire un petit peu, me dire, voilà, il y a des ambiances de ville, il y a des ambiances plutôt nocturnes, il y a des ambiances plutôt d'action, bref, pour leur donner un peu une idée des virgules qui pouvaient faire vivre le livre. Et puis, dans la virgule de ville qui revient quand même à plusieurs reprises au cours du roman, il y avait sur la fin de la virgule un bruit, en tout cas moi, qui m'évoquait un bus qui démarre à un arrêt de bus, ou un bruit assez grave qui fait typiquement penser à un moteur thermique. Et puis quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais en fait il faut modifier cette virgule parce que dans l'imaginaire, tu évoques un véhicule thermique et en fait, il y en a plus dans mon univers. Je peux faire la comparaison avec les illustrations que Sandrine Piou réalise au travers des romans papier. Dans le premier tome, il y a une illustration du village d'Uchiyama où à la base, elle avait placé un scooter sous un arbre parce que pourquoi pas, fallait mettre un objet ici pour meubler. Puis j'avais dit mais en fait, tu peux mettre un vélo, mais tu peux pas mettre un scooter parce que l'essence a priori dans le Nouvel Empire et les Terres Sauvages, c'est pas, en tout cas on l'utilise pas pour des moteurs à explosion. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que tu as dit quand j'ai entendu cette première virgule, ça m'a fait penser à. Tu sais pas si c'était un bruit ou pas. Mais en fait, l'importance de ces virgules ou l'importance de ces respirations, elles sont là pour immerger l'auditeur le plus possible dans la narration et dans l'histoire, et donc que ça suscite pour chacun des images où ça fait référence à des choses, etc. En fait, tout ça, que ce soit la voix ou que ce soit l'habillage sonore, etc., ça n'est que pour amener l'auditeur à rentrer le plus possible dans une histoire et à lui faire ressentir quelque chose. Alors, s'il ressent un bruit de moteur, effectivement, ou si ça lui fait penser. Donc voilà, tout est là pour, en fait, canaliser l'émotion de l'auditeur. Et le style aussi, évidemment. Enfin, le livre, à première vue. Mais après, on rajoute des couches, quoi. Non, mais c'est ça. Mais c'est important. Ça n'est que ça. Ça n'est qu'un travail sur ce que peut ressentir un public, enfin, un auditeur, une auditrice. La création de l'émotion, on va y revenir parce qu'il y a des scènes qui sont très très émotives dans le roman, des scènes de tension aussi qui sont très importantes. Ça va quand même nous amener à parler de la trame parce qu'on l'a pas encore abordée. J'en ai rentré directement dans le vif du sujet. Il faut savoir que ce deuxième tome pourrait finalement se lire de manière assez indépendante du premier parce que du coup, comme tu le disais Pascal, toi tu adaptes le deuxième tome, tu n'as pas lu le premier. C'était une question que j'avais l'intention de te poser. Donc comme quoi on peut s'immerger dans un personnage et trouver à lui rendre corps, à lui rendre voix. Là, en l'occurrence, plutôt facilement parce que justement les deux récits retracent des aventures différentes finalement et se déroulent à plusieurs années d'intervalle l'un de l'autre. De mémoire, 6 ans d'écart entre le premier roman et le deuxième. Lionel qui hoche la tête, donc ça va. Ma mémoire ne me joue pas des tours, tout va bien. Et ce qui est intéressant, c'est que on a l'émotion et on a aussi des problèmes, des enjeux de transcription finalement du passage du texte à l'audio. C'est assez peu commun que les auteurs et autrices retravaillent leur texte papier pour la version audio. On a régulièrement l'habitude dans les versions commerciales des romans d'avoir une simple finalement relecture audio, enfin lecture audio tout simplement d'un ouvrage papier qui est enregistré en version audio. Mais pour le deuxième tome de Kanako Sawada, ce n'est pas le cas. Tu as d'ailleurs récupéré les droits du fichier de l'impression papier pour en faire une adaptation audio qui comporte quelques enjeux. En tout cas, tu as été confronté à quelques enjeux, notamment de traduction. Et je propose qu'on en aborde une. Ça va être
ça va être la rencontre, enfin une des rencontres dans le roman entre une des conspiratrices, puisque en l'occurrence à la conquête du chrysanthème, je dirais plot est le suivant. On va suivre l'accession au trône impérial d'Aiko, jeune impératrice qui succède normalement à son grand-père, très âgé, qui va décéder, sauf que certaines personnes ne voient pas cette succession d'un très bon œil. Il y a dans cet empire une ligue qui existe depuis plusieurs années, qui complote dans l'ombre et dont l'idée est de se renforcer et d'asseoir son pouvoir de façon à pouvoir continuer à tramer différentes affaires et différents coups tordus dans le territoire de l'Empire. Parmi ces personnes, on trouve notamment Ayame et Kojiro qui est un sale bonhomme qu'on rencontre déjà dans le premier tome des aventures de Kanako Sawada, puisqu'il est à la tête d'une bande de pillards qui va notamment tenter dans le premier tome de faire des esclaves en attaquant le village d'Uchiyama. Et on va voir dans cette scène qu'il y a un enjeu de traduction assez intéressant au niveau d'une subtilité qui se retrouve en japonais et qui ne se retrouve pas du tout en français. Et je propose, Sébastien, que tu nous fasses écouter l'extrait dans la version audio. Perdu dans ses pensées, Ayame n'entendit pas Kojiro rejoindre la terrasse. « Bonsoir, Madame Hankyu. » Sans se faire prier, le mercenaire alla s'installer sur une chaise longue au bord de la piscine. Ayame se tourna et plissa le nez en remarquant ses bottes sales et ses habits crasseux. « Quelles sont les nouvelles ? Tu n'aurais pas quelque chose à boire ? Raconte-moi comment s'est passée ta mission. » coupa-t-elle avec une nervosité inhabituelle. « Ensuite, nous trinquerons. » Kojiro hocha la tête tout en s'éclaircissant la gorge. « Oh, la tâche que tu m'as confiée était titanesque. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. » commença-t-il en grimaçant. Mes hommes ont ratissé la côte jusqu'aux frontières de l'Empire. D'autres se sont chargés d'explorer les îles. J'ai tiré à l'ouest avec un petit groupe. Nous sommes allés jusqu'aux ruines de Nagoya et nous n'avons découvert aucune trace d'Aiko. Malgré ces bonnes nouvelles, Ayame paraissait insatisfaite. Et la vedette échouée près d'Atami. As-tu obtenu plus d'informations ? L'attaque sur le port de Manazuru a fichu une sacrée pagaille. Alors, dans cet extrait, on constate que Kojiro s'adresse à Ayame d'une certaine manière. Alors, c'est vrai que dans la version audio, c'est écrit « Bonsoir, Madame Hankyu ». Et toi, Pascal, tu l'as fait avec une voix un peu ironique comme ça. Parce qu'en fait, dans le livre papier, c'est écrit « Konbawa » avec une note de bas de page qui explique que « Konbawa » ça veut dire « bonsoir ». « Hankyu-sama ». Parce que en japonais, tu as un système tu t'adresses aux gens avec des suffixes. Tu vas dire chan à une amie proche, tu vas dire kun à un ami proche, tu vas dire san pour dire madame, monsieur, c'est l'équivalent. Et après, tu vas dire à un professeur, tu diras senpei, à quelqu'un qui est ton supérieur dans la hiérarchie sociale, tu diras sama. Et en fait, là, ironiquement, dans cette scène, Kojiro s'adresse à Ayame en accentuant le fait qu'il dit que, puisque au début du chapitre, on explique que maintenant, elle a acquis une reconnaissance parmi ses pairs de la Ligue, etc. Kojiro va volontairement d'habitude, il l'appelle Hankyu-san, mais là, il va dire Hankyu-sama pour se ficher un peu de sa poire. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas pu traduire dans la version audio. Donc toi, tu l'as retranscrit avec ce ton un peu ironique, parce qu'en fait, il n'y a pas de traduction française. La traduction française, c'est Madame Hankyu. Mais en français, tu peux dire... alors j'aurais pu dire ma seigneurie, mais ça aurait pas collé avec l'univers. Donc ça, c'est un des endroits où il n'y a pas d'adaptation. Parce que je vais peut-être revenir en arrière sur ce que tu as évoqué avant. C'est vrai que quand tu fais un livre audio, en principe, c'est la maison d'édition qui demande à un studio de production audio de faire le livre. Donc il n'y a aucune... C'est à la virgule près ce que l'auteur ou l'autrice a écrit. Moi, comme ma maison d'édition n'était pas partante pour faire le livre audio, j'ai dit c'est pas grave, je vais faire moi. J'ai récupéré mes droits pour le faire, etc. Et en fait, j'avais pas du tout évalué quand j'ai commencé. Je me suis dit, je vais quand même relire une fois le truc, juste être sûr que
Et en fait, j'ai passé une semaine à le réécrire. Parce que il y avait un gros problème. C'était, de un, les notes de bas de page. J'ai glissé pas mal de termes japonais dans le bouquin pour accentuer l'ambiance japonaise. Mais quand tu dis Kanako pénétra sur Lengawa, il y a une note de bas de page qui te dit que Lengawa, c'est une galerie couverte à l'extérieur des maisons. Quand tu es dans le livre audio, tu ne peux pas faire de note de bas de page. Donc, j'ai dû retranscrire, remplacer Engawa par galerie, etc. Et j'utilise aussi beaucoup justement les suffixes, les grades. Les personnages s'appendiquent Kanako Chui pour dire Sawada Chui pour dire lieutenant Sawada. Et ça, c'est des choses qui ne fonctionnent pas à l'oral. Donc, j'ai dû, en fait, tous les termes japonais, à l'exception des villes, etc., j'ai dû les passer en français. Et puis, après, il y a aussi quelques phrases qui m'ont agacé, il y a quelques trucs que j'ai trouvé mal écrits, il y a des puis qui m'ont énervé, des ensuite qui servaient à rien. Donc, dans la foulée, j'ai réécrit pas mal de trucs. Mais c'est vrai que c'est toujours... En fait, Lionel est venu la première journée d'enregistrement. On a fait des tout petits changements. Parce que, en fait, un texte écrit, c'est pas la même chose qu'un texte qui est dit. Et c'est normal, quand on écrit un livre, on ne va pas se dire comment est-ce qu'il résonne, parce qu'on le lit pas forcément à haute voix. Et quand on entend quelqu'un le lire, une ou deux fois, tu as dit non, mais ça, on va juste enlever des dit-il, des dit-elle, qui paraissaient évidents parce que le dialogue matchait, parce que ça se répondait, et donc c'était un petit peu... Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, mais il y a eu quelques petites choses comme ça. Et parce qu'on avait déjà enlevé une bonne partie, oui. en fait, avant que... Il y en a avant. Mais ce qui est intéressant... Moi, quand je lis un livre d'un auteur français vivant, j'aime bien rentrer en contact avec l'auteur avant, parce que moi, je suis là au service du livre. Donc, les choses de prononciation, bon, il avait fait une Bible extraordinaire, hein, j'ai pas eu... mais certains auteurs ne le font pas, mais je leur demande avant, parce il faut qu'ils entendent leur livre presque comme ce qu'ils imaginent au mieux. Donc on est là par rapport, ce qui nous rapproche, c'est un texte. A priori, c'est l'auteur qui connaît quand même le mieux son texte. Donc qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qui est fondamental et qu'est-ce qui est important pour lui, parce que c'est quelque chose qu'il connaît par cœur. Donc c'est quelque chose qui et ne pas dénaturer un texte, c'est important aussi, je trouve. Et c'est vrai que la convention veut qu'en livre audio, on ne lit pas les bas de page. Moi, sur les 100 bouquins, il y a une fois où j'ai lu des bas de page. C'était pour une autrice qui en met beaucoup, beaucoup. Mais ces bas de page étaient avec plein de trucs humoristiques et tout, et ça faisait partie de son style. Et moi, j'ai dit, je prends le livre si je lis les bas de page, parce que les bas de page font absolument partie de son style. Voilà. Mais sinon, on lit pas les bas de page, parce que ça sort l'auditeur de l'histoire. J'ai fait la comparaison entre les deux livres et ça m'a sorti 700 et quelques changements. Bon, après, il y en a beaucoup, parce que c'est chaque fois que tu dis Sawada Chui, ça t'en fait tout de suite 50, mais il y avait quand même 700 différences de texte entre les deux éditions. Ce qui est assez intéressant dans ce que vous évoquez à l'instant, c'est que nous, lorsqu'on adapte des livres pour les personnes qui n'ont pas accès à la version papier et qui ont des notes de bas de page, forcément, on les adapte aussi parce qu'on en a besoin. Sinon, on sait même pas qu'elles existent. Et du coup, c'est vrai que souvent, ça coupe la lecture. Alors, on a la possibilité de structurer le fichier de manière à mettre les notes de bas de page en fin d'ouvrage, par exemple, mais ce qui ne nous évite pas de faire des allers-retours en fonction de nos souhaits d'en savoir plus sur la note ou pas. Et du coup, c'est intéressant de savoir que quand on adapte en version commerciale, ou est-ce que c'est un choix qui était propre, Pascal, ou est-ce que généralement c'est une convention dans les livres commerciaux du commerce, oui, dans les livres commerciaux, pardon, d'effectivement de sabrer les notes de bas de page? C'est la convention dans le livre audio. Après, il peut arriver que, par exemple, si on a un terme qui effectivement est traduit, eh bien, on dise le terme et la traduction à côté, mais ça fait un petit peu... ça fait artificiel. Oui, ça fait artificiel, parce qu'on sait très bien que si le personnage dit je rentre, je sais pas quel terme, je sais pas, je rentre dans une shop,
boutique. Bon, voilà, si le personnage le dit, c'est qu'il comprend le thème, il comprend le texte, il comprend le terme qu'il emploie. Donc le fait de le dire, c'est pour que le lecteur, c'est pour que l'auditeur comprenne et soit dedans, mais c'est vrai qu'on évite en général. On évite, c'est comme ça, Et donc là, c'est vrai que le fait que ça a été adapté fait que c'est beaucoup plus fluide dans la lecture, même si effectivement, du coup, ça enlève une partie stylistique que tu avais mise au départ. Hein. Mais finalement, il y a l'interprétation de ta part, il y a les virgules aussi qui apportent une ambiance. Donc, je pense c'est quelque chose de différent, mais je pense pas qu'on a perdu en termes d'immersion. Ça me fait aussi me poser des questions sur l'écriture. Je me pose quand même la question s'il faut continuer avec les Sawadachui ou si à un moment donné, il faudrait pas arrêter de mettre ces suffixes. J'ai quand même quelques lecteurs ou lectrices qui me l'ont reproché et tu te poses la question. On verra pour le tome 3. Moi, je propose qu'on parte quand même sur une comparaison de 2 extraits où il y a eu pas mal d'adaptations. Tu nous l'as dit, Lionel. Donc, ça se trouve dans le chapitre 7 de ce 2e tome. Et je te propose que tu nous fasses la lecture de cet extrait dans la version papier et ensuite on écoutera la version audio pour qu'on se rende compte justement de la différence d'adaptation et on parlera justement de ces enjeux d'adaptation. Voilà, comme ça le public aura aussi la comparaison entre la lecture d'un auteur et la lecture d'une comédienne. Tout à fait. Le claquement répété d'un couteau sur une planche résonnait dans la pièce. Aussi habile en cuisine qu'au combat, Kanako débitait des carottes avec dextérité. Assise en face, une adolescente apprêtait des shiitake. Sourcils froncés, langue tirée, elle semblait totalement absorbée par sa tâche. « J'ai coupé tous les légumes et tu n'as même pas terminé ton premier champignon ?» taquina Kanako. « Comment veux-tu que je me concentre avec ce bruit ? Je ne vais pas bâcler mon travail juste parce que tu meurs de faim. »« China, espèce d'impertinente !»« C'est de ta faute, lança la jeune fille en levant les yeux d'un air désabusé. Tu as une mauvaise influence sur moi. Elles se dévisagèrent une seconde, puis éclatèrent d'un rire complice. Les 2 femmes s'étaient rencontrées quelques années auparavant, lorsque des pillards s'en étaient pris à un village isolé dans les terres sauvages. China avait perdu toute sa famille dans l'attaque et Kanako avait décidé de la recueillir. « Tadaima !» s'écria une voix, tandis que la porte d'entrée y claquait. La paroi du Genkan coulissa et Kumiko Satomi, vêtue de son uniforme de lieutenante, pénétra dans l'appartement. « Okaeri nasai !» répondirent China et Kanako en chœur. « Navré de vous avoir fait attendre, il y avait un monde fou à l'épicerie », s'excusa Kumiko en déposant un sac sur la table. « Je vais me changer et je suis à vous. » Merci Lionel pour cette lecture qui était une très bonne lecture. Je propose qu'on compare ce petit extrait avec la version audio réalisée par Pascal pour qu'on se rende compte des adaptations réalisées. Tirée, elle semblait totalement absorbée par sa tâche. « J'ai coupé tous les légumes et tu n'as même pas terminé ton premier champignon. » taquina Kanako. « Comment veux-tu que je me concentre avec ce bruit ? Je vais pas bâcler mon travail juste parce que tu meurs de faim. »« China, espèce d'impertinente !»« C'est ta faute !» lança la jeune fille en levant les yeux d'un air désabusé. « T'as une mauvaise influence sur moi. » Elles se dévisagèrent une seconde, puis éclatèrent d'un rire complice. Les 2 femmes s'étaient rencontrées quelques années auparavant, lorsque des pillards s'en étaient pris au village isolé d'Uchiyama dans les terres sauvages. China avait perdu toute sa famille dans l'attaque et Kanako avait décidé de la recueillir. « Bonsoir !» s'écria une voix tandis que la porte d'entrée claquait. La paroi du vestibule coulissa et Kumiko Satomi, vêtue de son uniforme de lieutenante, pénétra dans l'appartement. « Bienvenue !» répondirent China et Kanako en chœur. « Navré de vous avoir fait attendre. Il y avait un monde fou à l'épicerie. » s'excusa Kumiko en déposant un sac sur la table. « Je me change et... » On va s'arrêter. Ouais, oui. Alors Lionel, on a écouté les 2 versions. Sur ces 2 pages de la version papier, tu as fait énormément d'adaptations. Enfin énormément, un certain nombre d'adaptations. Que peux-tu en dire ? Alors, il y a par exemple les Tadaima et les Okaeri nasai qui se sont transformés en Bonsoir, bienvenue, ce qui est expliqué dans les notes de bas de page, mais voilà, ça, comme on l'a dit avant, ça avait pas de sens. Il y a aussi eu, par exemple, la paroi du Genkan Kulissa, je sais plus ce que j'ai mis dans le...
je sais plus ce que j'ai mis comme terme, si c'était la paroi, j'ai peut-être simplement mis la paroi coulissa, je crois. Ouais, j'ai enlevé du genkan, ou la paroi de l'entrée peut-être. Donc j'ai simplement mis en fait la traduction du terme. Et puis du vestibule, merci, la paroi du vestibule. Et la note de bas de page dit effectivement vestibule où on se débarrasse. Donc oui, j'ai repris la note de bas de page telle quelle. Et il y avait par exemple, à un moment donné, quand je situe, China avait perdu, des pillards s'en étaient pris à un village isolé dans les terres sauvages. Là, c'est une modification dans la version audio. J'ai mis dans le village isolé d'Uchiyama ou quelque chose comme ça. Quand je l'ai retravaillé, je me suis dit, en fait, je vais préciser Uchiyama parce que le mot Uchiyama, le nom du village, revient à différents moments dans le livre et j'ai trouvé que c'était une erreur dans la version écrite de ne pas mentionner le village pour que les lecteurs et lectrices puissent pas se raccrocher à cette anecdote qui est racontée à d'autres moments. Donc là, en fait, j'ai corrigé ce que moi je jugeais être ultérieurement une erreur que j'ai fait. Ouais, pour faire le lien. En fait. Voilà. Pour que les gens aient le... arrive à faire le lien avec le précédent. On parle plusieurs fois de village qui a été attaqué, mais là tu mets le mot Uchiyama, tu dis et puis en plus des fois on mentionne Kanako, c'est l'héroïne d'Uchiyama, etc. Et je sais pas pourquoi là je l'ai pas mis quand j'ai écrit. Faudrait que j'aille consulter, j'ai toutes les versions du texte, voir si quand est-ce que le mot, est-ce qu'il a existé une fois et que je l'ai enlevé par erreur ou pas. Mais donc voilà, c'est typiquement le genre d'adaptation. Je crois que dans ce passage-là, il y avait pas d'incise ou de puis de choses que j'ai enlevées. Mais il y a d'autres endroits dans le roman où, comme tu disais avant, des dit-il que j'ai pu enlever parce que c'est clair que quand Pascal le lit, elle va donner des intonations qui vont créer les voix et ça aide à la compréhension et parfois des incises que tu mets à l'écrit qui permettent de préciser que c'est Kanako qui parle, que c'est China qui parle, à l'oral, elles peuvent devenir inutiles si c'est pas une précision de ton, s'énerva-t-elle, Raja Kanako, qui là apporte une information. Mais même ça, tu pourrais parfois les supprimer parce que Pascal, quand elle l'interprète, elle peut donner le ton qui donne cette information-là. Alors après, il faut pas non plus supprimer toutes les incises parce que ça dénature le texte et ça devient un peu plat, mais il y en a certaines qui sont nécessaires à l'écrit pour la compréhension dont tu peux te passer à l'oral. Ouais, les incises, les parenthèses. Alors c'est vrai qu'on ne trouve pas énormément de parenthèses dans ton roman, mais effectivement, les incises, ça peut être un enjeu. Comment tu les gères, Pascal, quand tu es dans l'obligation, la nécessité de les conserver ? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, si y a un personnage qui dit un texte et qui est très en colère, il fait son truc et tout, dit-il d'une façon, c'est-à-dire tout de suite, c'est comme de la musique. C'est-à-dire qu'en fait, le dialogue est un dialogue qui est joué, mais après, tout ce qui est de l'ordre de la narration, même si il peut y avoir un rythme, parce que tout d'un coup, quand il y a un truc dramatique qui arrive, etc., on peut l'amener dans la narration. Mais la narration est là aussi pour simplement pour faire avancer l'histoire en donnant quelque chose, mais il faut aussi que l'auditeur puisse rentrer dans l'avancement de l'histoire. Donc il faut laisser une part aussi à l'auditeur pour que lui avance petit à petit avec l'histoire. Donc les choses qui sont jouées, interprétées, elles le sont complètement, et après ça casse tout de suite et dit-elle d'une façon, pleurait-elle ou etc. Donc ça c'est vraiment des trucs, c'est comme je sais pas comment expliquer, c'est comme de la musique quoi. C'est c'est ce qui rythme en fait. Il y a une différence entre les dialogues et il y a une différence entre la narration. Et même si on donne une part, et même si on habite la narration n'est pas la restitution du sentiment d'un personnage. Ça m'impressionne la manière que tu as la capacité de t'énerver et juste après, dit-il. Ouais. Enfin, cette façon de pouvoir... Mais c'est un truc d'immédiateté, c'est comme ça, c'est voilà. Et je pense que ça fait une magnifique transition sur la question de comment est-ce qu'on insuffle l'émotion dans le récit. Peut-être, avant de parler de cette émotion, parler de comment est-ce qu'on donne corps à la voix d'un personnage. Dans les fichiers de préparation que j'ai eu la chance de pouvoir consulter parce que Lionel m'y a donné accès, il y avait des suggestions de Lionel ou des idées de Lionel par rapport à l'incarnation de la voix de tel ou tel personnage, que Kanako parlerait comme tel personnage de Mass Effect, non, pas de Mass Effect, de Mass Effect, de Mass Effect. Ah, j'y arrive. Mass Effect qui m'a quand même
légèrement inspiré. Kanako se passe aussi dans un univers militaire, c'est aussi une soldate. Alors Shepard n'est pas la seule inspiration de Kanako, on peut aussi citer Honor Harrington, mais voilà, pour l'anecdote, c'est aussi pour ça que ça m'a beaucoup fait rire de pouvoir travailler avec Pascal là-dessus, puisque Shepard est une source qui m'a inspiré Kanako. Il y a une espèce de la boucle est bouclée, voilà. En fait, alors là, effectivement, Lionel avait fait ce qu'on appelle une Bible qui était extrêmement détaillée avec les souhaits qu'il avait, qu'il aimerait retrouver dans la lecture, etc. Et donc, il faut en tenir compte. Mais après, moi, si je travaille sans l'auteur, je vais avoir un texte, je vais commencer à le lire, je me fais des codes couleurs pour chaque personnage, etc., parce que ça me permet de voir comment le texte est balancé, etc. Et je vais noter à côté, donc je me fais une petite liste avec le perso, avec chaque personnage, et à côté, je vais mettre 2 ou 3 adjectifs qui me semblent importants du personnage. Et après, l'idée n'est pas forcément de changer la voix, mais d'arriver à faire passer quelques traits spécifiques de ce personnage dans la voix. C'est-à-dire que pour l'une des protagonistes dont on parlait, pour l'une des femmes dont on parlait, elle a accédé au pouvoir, elle est assez directive, elle est sèche, etc. Donc tout d'un coup, il y a quelque chose de plus, pour moi, je l'imagine, de plus cassant, de plus fermé, de plus, peut-être d'un peu hautain. Donc, c'est ça qui va jouer. Quelqu'un qui est plus débonnaire, on va peut-être avoir tendance à mettre la voix un peu plus dans la gorge, etc. Et c'est ces petits réglages. Le visage, c'est un résonateur. Et selon où on place le son, il ne va pas résonner de la même manière. Et puis, il y a des questions de rythme. Il y a des personnages qui peuvent parler plus lentement, sur le souffle, d'autres au contraire, où ça peut être assez saccadé, etc. Donc c'est essayer de se faire comme ça un petit squelette vocal du personnage. Ça n'est qu'un squelette. Et après, ce squelette, il va ressentir des choses. Et dans ces émotions-là, c'est ce qui va habiller le personnage. Et donc, s'il pleure, je décide il peut avoir des sanglots dans la voix. On ne pleure pas, mais on donne l'illusion d'eux, qui vont être plus saccadés, ou d'autres qui vont être un peu plus ronds, etc. Voilà. Et toutes les émotions sont comme ça. Est-ce que tu peux nous faire un exemple de sanglots dans la voix, par exemple ? Oui, s'il y a un personnage qui dit je suis absolument triste parce que yes. Bon, voilà. Donc ça peut être sur le souffle, ou au contraire, si c'est un truc de rage, ça va être voilà, comme ça, c'est difficile, mais je suis absolument bon, voilà, je sais pas, ça peut être ça. Ça dépend, il y a des choses. Alors, il faut pas trop jouer non plus, etc., pour que ce soit naturel, et puis que le public, il faut pas trop imposer de choses à l'auditeur. Mais quand il y a quelque chose, moi, ça m'est arrivé sur des livres où il y avait des choses qui étaient vachement humainement et émotionnellement dur, un personnage qui raconte un truc incroyable, d'être prise par l'émotion. Et je me dis, bon, comment je m'en sers après ? C'est tout. Mais c'est normal. On se laisse porter aussi. Un livre bien écrit, c'est quand on se laisse porter. C'est une idée, généralement. Quand on commence à faire des bruits de vêtements parce qu'on incarne le personnage. Oui, mais voilà. Moi, quand j'ai le personnage, si elle court, je vais être comme ça à la barre, et je vais, enfin, pas à la barre, mais je suis pour les dans mon personnes, micro. parce que les personnes qui le voient pas, on a Pascal qui fait des... Mais oui, non, mais si elle monte, mais si elle monte, si elle est en train d'escalader une paroi rocheuse, je vais être comme ça, parce que les bras en haut, la voix passe pas de la même manière que si les bras sont en bas. Donc voilà, donc moi, je vois ça. D'abord parce que j'ai travaillé le texte avant, j'ai lu le texte avant, et puis tout d'un coup, quand je vois, c'est là où ils sont en train de ramper, c'est plus comme ça, etc. Et ça, c'était marrant parce que pendant l'enregistrement, à un moment donné, il y a une scène où la réalisatrice t'a interrompu et t'a dit, Pascal, c'est bizarre, j'ai beaucoup de bruit de vêtements. Ouais. Et tu lui as répondu, ah oui, je suis désolé, mais là, j'étais complètement dans le personnage, il était en train de partir, il était content. Il part, il court, il machin, non mais c'est ça. Non mais
Mais parce que la voix, c'est ça. Enfin, j'en reviens. La voix, c'est un truc qui est vivant. Et là, nous, on est assis, on parle d'une certaine façon. Si on était debout, on parlerait autrement parce que la colonne d'air est pas pareille. Si on est sur le côté, si on a la tête en bas, si machin, etc. Et ça, naturellement, dans la vie, ça arrive. Quand on monte les escaliers, et essayer de le faire passer, de le suggérer. Quand il y a une course-poursuite, si je dis attends-moi, et que la personne est devant, ça marche pas. Donc il faut que moi je dise elle est 10 mètres avant et moi je attends-moi. Voilà, c'est tout. Et c'est ce qui va donner. Il faut donner des repères sonores aux gens. La voix, c'est quoi? C'est faire passer une émotion pour d'autres personnes, pour que des gens ressentent une émotion. Et ben, elle est dans une action. On est là pour raconter une histoire qui a un début et qui a une fin et qui a une structure et avec une histoire. Cette histoire, elle n'est chargée que d'émotions. Et j'ai envie C'est de ça. dire, comment, alors, en t'écoutant Pascal, on se dit, mais tous les livres en papier devraient être adaptés en audio. Lionel, avec l'expérience que tu as de cette adaptation du tome 2 en audio avec Pascal, qu'est-ce que tu vas adapter potentiellement dans ton écriture pour faciliter la mise en oralité de ton 3e tome? Alors, et peut-être des suivants. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais systématiser la lecture du livre, la lecture des textes dans les étapes de travail. Alors, c'est de la lecture en mode Macintosh, clic de droite, lecture audio. C'est basique, mais déjà rien que ça, même sans l'émotion, sans rien, ça te permet déjà d'entendre des sonorités qui sont inélégantes, des rythmes qui jouent pas. Donc ça, je pense, c'est quelque chose que je vais prendre en compte. Après, ça m'intéresserait d'écrire pour de l'audio, mais c'est un projet spécifique et on va déjà avancer sur le tome 3 et sur le tome 4 pour après ça t'en va le radiothéâtre, c'est un autre type d'écriture, un autre type de projet, mais je pense que ça doit être vraiment intéressant d'écrire en te disant que tu n'as pas que tes mots pour faire passer une émotion, mais que tu as en fait justement l'émotion véhiculée par une interprétation qui participe du récit et que donc tu peux t'économiser, ou même si on parle de radiothéâtre, que tu peux inclure des effets sonores, etc. Donc en fait, toutes des choses visuelles que tu fais passer dans le texte, des choses sonores, etc., tu peux les faire passer par d'autres moyens et donc avoir peut-être un texte plus concis qui joue sur plus de registres en fait. Mais je vais déjà me contenter de finir mes autres romans, puis on verra après si ça débouche sur des idées. Moi, je propose que pour illustrer cette question de l'émotion, justement, on prenne un passage assez clé du roman, j'allais dire du recueil, pardon, qui se déroule dans une phase de combat. C'est dans le chapitre 48. Et on va tâcher de ne rien vous divulgacher. Je propose qu'on alterne ta lecture du passage, Lionel, et la version réalisée par Pascal, pour qu'on puisse justement parler de cette question de l'émotion du récit entre la version papier et la version audio. Ok, alors je vais faire ma lecture toute plate d'auteur. À bout de souffle, ils arrivèrent dans une vaste salle circulaire. Un puits insondable d'une 50aine de mètres de diamètre occupait tout l'espace. La passerelle métallique en piteux état qui l'enjambait semblait leur unique échappatoire. « Traversez !» ordonna Kanako à Aiko et Shina. « Atano Socho et moi allons les contenir. » Shina écarquilla les yeux tandis que la panique s'emparait d'elle. Kanako comptait-elle se sacrifier ? « N'y pense même pas !» « Okabe Gunso, ne discutez pas mes instructions, hurla Kanako. L'officière s'en voulait de parler ainsi à sa sœur, mais la situation ne lui laissait d'autre choix. Son regard se troubla alors que des larmes perlaient sur son visage. « File tant que tu le peux, Shina-chan, s'il te plaît. » Les bruits de pas se rapprochaient de plus en plus. Shina serra les dents pour retenir ses propres pleurs. « Yamete !» coupa Aizo en se tournant vers Kanako. « Chef, votre destin n'est pas de crever dans ce trou. Ramenez Aiko à Shinkyo et remettez-la sur ce satané trône. Je m'occupe des hommes de Takara. » Kanako secoua la tête. Elle refusait d'abandonner le sergent-chef. Pas lui. Et maintenant, on passe à la lecture de Pascal et on discutera des deux versions.
À bout de souffle, ils arrivèrent dans une vaste salle circulaire. Un puits insondable d'une 50aine de mètres de diamètre occupait tout l'espace. La passerelle métallique en piteux état qui l'enjambait semblait leur unique échappatoire. « Traversez !» ordonna Kanako à Aiko et Shina. « Atano et moi allons les contenir. » Shina écarquilla les yeux tandis que la panique s'emparait d'elle. Kanako comptait-elle se sacrifier ? « N'y pense même pas !»« Sergente Okabe, ne discutez pas mes ordres !» hurla Kanako. L'officière s'en voulait de parler ainsi à sa sœur, mais la situation ne lui laissait pas d'autre choix. Son regard se troubla alors que des larmes perlaient sur son visage. « File tant que tu peux, Shina. S'il te plaît. » Les bruits de pas se rapprochaient de plus en plus. Shina serra les dents pour retenir ses propres pleurs. « Arrêtez !» coupa Eizo en se tournant vers Kanako. « Chef, votre destin est pas de crever dans ce trou. Ramenez Aiko à Shinkyo et remettez-la sur ce satané trône. Je m'occupe des hommes de Takara. » Kanako secoua la tête. Elle refusait d'abandonner le sergent-chef. Pas lui. Comment est-ce qu'on gère on ne divulgage rien, on ne vous dira pas qui reste, qui ne reste pas, voilà. Lisez le livre. Ou écoutez-le. Oui, écoutez-le, voilà. Oui, mais on le lit en audio aussi. C'est vrai. une manière de lire différente. On est d'ailleurs nombreux et nombreuses bénéficiaires de Monalira à lire les livres en audio. On les lit avec les oreilles. Et parfois avec les doigts aussi. Si on les lit en braille, oui, bah voilà. Mais on les lit aussi avec les doigts quand on tourne les pages, soit dit. C'est vrai. D'une certaine manière, ça contribue aussi le plaisir du papier et de tourner les pages, même quand on le lit avec les yeux. Comment est-ce qu'on gère la montée de l'émotion, surtout sur un temps si court ? Là, on a l'impression d'un temps qui se dilate un peu parce que la scène finalement est assez courte. Ça arrive souvent au cinéma, ce genre de plan, ou dans les dessins animés. Et comment est-ce qu'on gère ça au niveau de l'écrit, Lionel ? J'en sais rien. Non, alors autant je suis quelqu'un de très très architecte dans la construction de son roman, avec mes tableaux Excel, avec mes estimations de nombre de mots par scène, avec mes scripts qui ressemblent à des scripts de cinéma, etc. Autant quand je conçois ce genre de choses, ça se fait naturellement quand j'écris, quand je le prévois. Après, il y a quand même des questions techniques dans la longueur des phrases qui te permettent de gérer des rythmes, dans la part que tu donnes au dialogue. Dès qu'on a des parties comme ça qui sont plus, par exemple, tu vois, au début, on a la description de l'endroit du trou circulaire de la passerelle, un trou circulaire, c'est assez intéressant ça, un puits circulaire, pardon. Et là, tout d'un coup, on a une petite description qui va marquer une pause en fait dans l'action qui vient avant, et le fait que le narrateur replace une image, c'est comme si on appuyait sur pause et le narrateur te dit attends, là je vais juste te décrire un petit peu la scène, et ça marque déjà une pause. Et après, en revanche, on a peu de description, on a aussi peu il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas de, donc ça permet c'est comme ça que tu gères peut-être que tu vas gérer les rythmes en fait. Et au niveau de l'audio, Pascal, comment est-ce qu'on gère ce genre de scène où on a des décisions qui se prennent dans un laps de temps très court? Comment est-ce qu'on insuffle de l'émotion, ce que tu as très très bien fait dans ta lecture d'ailleurs? C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce dont je parlais, enfin pour moi, parce que je ne peux pas parler pour tous les autres comédiens et comédiennes, c'est que dans un livre, la structure du livre et le style de l'auteur, c'est ça qui va, c'est la trame. Cette trame, on ne peut pas la changer, il n'est pas question de la changer d'ailleurs, elle est là. Et il y a des trames qui sont porteuses, et d'autres qui le sont moins. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon. Et en fait, il y a déjà tout ce que dit Lionel est déjà dans la structure du livre. Donc après, il faut se laisser porter. En fait, interpréter quelque chose, c'est se laisser porter et en même temps en rester maître. C'est tout. Donc, donner un sentiment, oui, on peut donner un sentiment ou l'illusion d'un sentiment pour que les gens le retrouvent comme tel, mais on est maître. C'est-à-dire qu'après, on reprend la narration et voilà. Et c'est un ping-pong comme ça, sans arrêt. Mais ça ne s'appuie que sur le rythme du texte. Mais vraiment, on lit pas de la même manière Proust, où les phrases sont très longues, par exemple, comme on lirait un polar ou comme on lirait, je sais pas, ou le texte de Lionel ou le texte de quelqu'un d'autre. Donc tout ça, et après, voilà, on déroule le truc. Je sais pas comment expliquer. C'est pas.
on le ressent tous à la lecture d'un texte. On ressent si on est porté, si le rythme nous convient ou si le rythme, enfin je sais pas, si on est à l'aise dans ce rythme ou dans ce style pour continuer l'histoire. Voilà. En parlant de rythme, on a dans le roman, à plusieurs reprises, les questions de déplacement géographique qui durent plus ou moins longtemps. Et là, Lionel, tu nous as expliqué en préparation que la question des cartes, du fait d'avoir créé justement un univers cartographié, détaillé, t'a aidé à gérer le rythme du roman en termes de temps qu'on met pour arriver d'une ville à l'autre, par exemple, ou d'une île au continent, etc. Qu'est-ce que tu peux en dire? Et puis, quelle est la part du rôliste en toi qui a été utile pour justement créer cet univers cartographique? Mais là, je t'ai embobiné, en fait. C'est juste quand c'est pour justifier ma procrastination à dessiner des cartes plutôt qu'écrire quand j'ai pas d'inspiration. Non, mais c'est vrai que le fait que mon récit soit ancré dans le monde réel mais futur, ça implique que on est au Japon, la distance entre Tokyo et Shikoku, tu peux la regarder sur une carte du monde, tu la connais, les reliefs n'ont pas changé. Alors oui, la mer est montée de quelques mètres, ça implique des changements, mais donc il y a un univers sur lequel tu te bases, et de manière générale, ça c'est là que vient c'est une déformation qui vient du jeu de rôle où clairement des personnages se déplacent à cheval ou à pied, tu vas te dire mais attends, il leur faut combien de temps? Et parfois, ça influence ton écriture parce que tu avais prévu une certaine temporalité, mais en fait, tout d'un coup, une temporalité que tu as dit, il me faut, je sais pas, ça met 1 heure. Mais en fait, ça en met le double ou la moitié. Et en fait, dans le chapitre de la course-poursuite, je sais plus, c'est le chapitre 5, 6, enfin, peu importe, il y a une longue course-poursuite qui se fait dans la capitale impériale. Ça, c'est typiquement un chapitre que j'ai écrit côte à côte avec la carte que j'ai dessinée. Parce que j'ai dessiné avec les outils d'OpenStreetMap, ça là c'est le geek qui parle, la carte de la ville du futur, mais on peut zoomer dedans. Il y a pas les noms des rues parce qu'à un moment donné j'étais fatigué, mais il y a quand même toutes les rues de la capitale impériale en 2133, etc. Et le fait d'avoir dessiné cette carte où à premier abord tu peux vraiment te dire mais c'est une perte de temps. Enfin c'est rigolo, elle est sur le site internet, on peut zoomer dedans, super. Mais en fait ça a été un véritable outil parce que justement dans l'écriture de la course poursuite, à un moment donné tu te dis ok, ils partent de cet endroit, à un moment donné je vais les faire prendre le train parce que je veux que la course poursuite soit rythmée, il y aura un moment donné où il y a un moment de pause dans le train, etc. Mais en fait pour atteindre la gare il y a 300 mètres. Donc, une course-poursuite sur 300 mètres, elle peut pas durer plus de temps. Donc, je peux pas commencer par j'avais prévu des trucs dans les rues, puis en fait, là, non, il va falloir faire plus court. Après, tu regardes le temps de trajet en train, tu l'estimes. Et donc, en fait, je l'ai évoqué plusieurs fois quand on me pose la question, c'est une question de la contrainte. Je pense que quand tu écris, de te placer des contraintes. Je regarde aussi beaucoup les heures de lever et de coucher de soleil, savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Et ça, entre guillemets, c'est pas moi qui le décide. À un moment donné, ma scène, elle se passe le matin parce que chronologiquement, les personnages se sont levés dans telle ou telle situation. Le calendrier, l'éphéméride me dit qu'il fait nuit à cette date à Tokyo ou à tel endroit. C'est une contrainte. Il fait nuit. Moi, ça m'aurait arrangé qu'il fasse jour. En fait, non, tu vas écrire ta scène de nuit, débrouille-toi. À l'inverse, il y a des scènes que j'avais imaginées, j'étais là, c'est génial, c'est de nuit, ils sont en infil. Et en fait, t'es là, sauf qu'à 17h, à cette saison au Japon, il fait jour. Donc en fait, ta scène de nuit, non, ça joue pas. Alors ouais, tu peux mettre des nuages si t'as envie de foncer un petit peu l'ambiance, et ces contraintes, je trouve ça hyper intéressant, que ce soit des contraintes de distance géographique, que ce soit des contraintes de climat, de météo ou autre, c'est que tu n'es pas libre de ton écriture entièrement. Et je pense que ça enrichit le récit parce que ça l'ancre dans une réalité où c'est pas comme on dit en jeu de rôle pour être vulgaire, quand le MJ sort quelque chose qui est peu probable, on dit ta gueule c'est magique. C'est l'excuse pour dire non mais laisse-moi raconter mon truc. Là en guillemets j'aimerais bien que dans mes romans qu'il n'y ait pas trop de ta gueule c'est magique, il y en a un peu, mais qu'on se dise ah oui c'est probable. Ou en tout cas c'est de comment tu maintiens cette fameuse suspension de la crédulité. On a vu et entendu Pascal acquiescer à un moment donné. Parce que je crois que... Alors, je crois qu'un livre, n'importe quel
chose que l'on nous raconte, un film, etc., ça développe notre imaginaire et c'est le propre même de l'art. Mais, à contrario, quand ça n'est pas probable, on a du mal à rentrer dans quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal. Quand il y a des choses où on a les références, donc en fait, c'est sûr, on n'est pas baladé parce que on a les références de ci, de ça, donc on peut complètement se laisser emporter par le truc et les contraintes ou la crédibilité d'une situation, d'un truc géographique, etc., font partie des choses pour, en fait, je trouve, sécuriser l'auditeur ou le spectateur, etc., d'un film et qui puisse complètement rentrer dedans. Sinon, il y a un moment où on dit mais ça marche pas, c'est pas crédible ou c'est pas machin, etc. Et on sort de l'histoire. Le but, c'est de commencer une histoire et d'en finir et de la finir sans qu'on sorte de cette histoire. Et c'est le but voilà, des gens qui font des films, qui écrivent des livres ou qui jouent, etc. C'est que du début à la fin, on rentre absolument dans cette histoire. Et s'il y a des choses qui sont moins, qui sont pas possibles, eh ben inconsciemment, ça nous en fait sortir un petit peu. Et donc, on est un tout petit peu plus méfiant. Ça fait une lecture, quand tu as un livre, ça fait une lecture assurée. Et ça Oui. à chaque 2 paragraphes, tu te dis, c'est bizarre ça. Puis pire, tu vas encore aller vérifier. Et en fait, ça te sort de ton flux de lecture. Alors nous, on va pas sortir du flux de lecture, mais on va bientôt gentiment sortir pardon, je vais y arriver. On va gentiment sortir de notre podcast puisqu'on arrive bientôt à bout touchant de ce super échange avec toi, Lionel, et Pascal autour de cette adaptation en audio du 2e tome des aventures de Kanako Sawada. Mais avant ça, on a toujours 2 petites rubriques qui clôturent nos échanges. D'une part, on a notre rubrique Mona lira un livre dans ta pile à lire. Et là, on est intéressé à savoir ce qui se trouve respectivement dans ta pile à lire actuellement, Lionel et Pascal. Si tu en as une aussi, n'hésite pas à nous parler d'un livre. Si tu n'en as pas, évidemment, aucune obligation. Alors, ma pile à lire a une centaine de bouquins, donc elle est colossale. Mais j'ai sorti le vieil homme et la guerre de John Scalzi, qui n'est pas sur Mona lira d'ailleurs. J'ai vu, il y a d'autres John Scalzi, mais pas le vieil homme et la guerre. J'aime beaucoup ce qu'écrit John Scalzi en SF, et ça fait un moment que des camarades d'écriture me recommandent de lire Le vieil homme et la guerre. D'ailleurs, il y a certains passages du tome 2 qui sont un petit peu inspirés d'un roman d'une trilogie de John Scalzi. C'est pas grave, j'ai plus le nom, mais donc voilà, c'est un auteur qui m'inspire pas mal. Et oui, Le vieil homme et la guerre, il est depuis plus d'une année dans ma pile, mais voilà, il y a trop de trucs dans la pile. Avec Le vieil homme et la mer ou pas du tout, j'imagine. C'est probable, Bon, c'est probable. certainement. Faudrait regarder le titre original en fait. Je sais pas quel est le titre original de ce roman. Eh bien, moi non plus. Mais on va le chercher et on vous le notera en description, que ce soit sur YouTube ou sur l'ensemble des réseaux sociaux sur l'ensemble des plateformes de streaming où vous pourrez écouter le podcast. On vous mettra les références du livre qui n'est pas encore adapté sur Mona lira. Et toi, dans ta pile à lire, Pascal, que se trouve-t-il en ce moment ? Je ne savais pas qu'il y avait cette rubrique. Dans ma pile à lire, il y a 2 livres en ce moment, absolument, puisque j'en fais la lecture, livre audio. Alors pour des questions de confidentialité, puisqu'ils ne sont pas sortis, je ne peux pas en parler. Mais il y en a un qui se passe. Non, il y en a un qui est les 2 sont d'auteurs français, d'auteurs-autrices français contemporains. Il y en a un qui se passe en Chine, c'est aussi un peu une dystopie et c'est un peu magique, etc., avec des voix que l'héroïne entend. Donc là, je suis en train de finir la lecture de ce livre-là et j'en commencerai un autre qui est sur la Seconde Guerre, enfin qui est sur les origines d'une jeune fille qui a été cachée pendant la Deuxième Guerre mondiale en France et qui était d'origine juive et qui a été adoptée après par un pasteur. Et c'est la quête des racines de cette jeune fille au début de la guerre, au moment de la rafle du Veldiv, jusqu'aux années 60, 65 à peu près, dans les
pas dans les Cévennes, mais voilà, dans une contrée un peu, pas reculée de France, mais voilà. Malheureusement, je ne peux pas. Mais c'est pas grave, mais on espère que tu pourras nous en dire plus quand le livre sortira. Oui, ils sortiront sur les plateformes, plateformes, etc. On se Ouais, fera ouais. un plaisir de suivre l'actualité. Et est-ce que Pascal, la comédienne qui interprète les livres pour les adapter en audio, lit aussi pour le plaisir à côté? Oui, bien sûr que je lis pour le plaisir à côté, parce que je lis beaucoup. Alors moi, je suis moins axée, c'est pour ça que j'aime beaucoup lire des auteurs contemporains. C'est qu'en fait, je n'en lisais que très très peu. J'ai une grande tendresse pour les auteurs français comme Zola, Balzac, etc., où là, je les ai lus, relus, je les connais par cœur, etc. Et je relis assez souvent des classiques. Est-ce que tu Mais as je un les titre relis. Oh, bah, comme ça au oui, hasard? oui. Alors, pour revenir à ce que disait Lionel, il y a un bouquin que j'ai lu je ne sais pas combien de fois, qui est évidemment Le Bonheur des Dames de Zola, parce que ça s'appuie. Zola a fait énormément de photographies. Et ça s'appuie, c'est l'ancêtre du Bon Marché, le Bonheur des Dames. Et il y a un bouquin qui s'appelle Zola photographe que j'avais et qui retrace toute la montée des grands magasins. Donc en fait, c'était aussi extrêmement Très, très ancré dans une... oui. ouais. Et puis, mais enfin, comme toute la saga des Rougon-Macquart. Mais voilà, quand on regarde ça, on dit mais bien sûr, mais c'est évident quoi. C'est-à-dire que toutes ces contraintes dont tu parlais, elles sont dans le livre et c'est, enfin, dans les 20 tomes des Rougon-Macquart pour différents trucs, pour différents personnages de cette saga. Et mais là, pour moi, Au Bonheur des Dames, c'est incroyable. Ça me fascine. Voilà. Merci à vous deux pour ces retours de livres à lire ou en cours de lecture Ou à relire. Ou à relire. Lu et relu maintes et maintes fois pour le Zola. Et je vous propose qu'on achève cet épisode sur une question qu'on a toujours l'habitude de poser à notre auteur ou autrice invitée, qui est, pour toi, Mona, elle lira comment? Mona lira et pour le Japon s'envolera. Merci beaucoup Lionel, merci beaucoup Pascal. Merci à toi, Merci Céline. à toi. Pascal qui a fait le trajet de Paris jusqu'à Genève pour enregistrer cet épisode spécialement avec nous ce 17 décembre, juste avant les fêtes. Donc vraiment, on te remercie du déplacement. On vous retrouve en 2026 pour le premier épisode de la saison 2 du podcast Mona lira, qui sera cette fois tourné en librairie à Lausanne, en partenariat avec la librairie L'Inopiné, aux 4 avenues de Rumine. On y accueillera l'autrice Chloé Falsi pour discuter de son dernier roman La mécanique des ailes, qui était en lice pour le prix RTS du public 2025, qui n'a malheureusement pas été retenu comme lauréat, mais qui est toujours en lice pour le prix de la ville de Lausanne 2025, qui sera remis après l'enregistrement de notre podcast. Donc on ne saura pas encore à ce moment-là si Chloé est lauréate ou non du prix de la ville de Lausanne. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner, à lui mettre des tas de likes et d'étoiles sur les réseaux sociaux. Merci également à Sébastien Schopfer à la technique pendant le live. Une très bonne soirée à vous et de très belles fêtes de fin d'année.